Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance matière droit des affaires. Donc, après cette première séance lors de laquelle nous avons testé cette nouvelle technologie, ce nouveau moyen de communication, cette plateforme d'interaction avec les étudiants, aujourd'hui, on va commencer notre cours proprement dit en abordant la définition du droit des affaires et en introduisant le cours comme il se doit. Donc, il s'agit d'une séance dans laquelle on va voir un aperçu général sur le droit des affaires. Donc, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'on va étudier dans les affaires, dans les mots en rapport avec le droit des affaires. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot affaire d'abord? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous voulez activer vos caméras, ça sera encore mieux. Donc, pour que je puisse voir sur vos yeux, vos visages, est-ce que vous arrivez à assimiler ce doigt, ce que je vais monter, ou bien est-ce que je dois réguler, expliquer d'avance les mimiques selon votre visage. Donc, commençons par la définition du terme affaire. Qu'est-ce qu'on entend par le terme affaire? Pour lequel on associe le terme droit d'affaires. Donc, il faut savoir que c'est un terme polysémique. C'est un terme qui regroupe plusieurs définitions. Je dis polysémique, ça veut dire qu'il peut être défini de plusieurs manières. Il peut avoir plusieurs sens. Tous les praticiens précisent qu'il n'y a pas une seule et unique définition du terme affaire. Autrement dit, il n'y a pas une définition unitaire, il n'y a pas une définition homogène pour le terme affaire. Une fois il a reçu un crédit de la banque, il a pu construire une usine dans laquelle il a commencé à fabriquer tel ou tel matériau de construction, de production, ainsi de suite. Donc, il y a une activité économique en premier lieu. Mais le terme affaire peut désigner aussi une opportunité. J'ai saisi le à saisir cette opportunité qui se présente devant moi. Notamment le cas lorsque vous trouvez un fonds qui est vendu avec un prix très intéressant, avec un prix. Donc, je veux dire que j'ai réussi à conclure une affaire, c'est-à-dire à saisir une opportunité qui ne se répète pas tous les jours. Il s'agit dans ce sens d'une vraie affaire, d'une vraie opportunité. On peut utiliser l'expression ou bien la locution affaire, j'ai fait des affaires, pour
les activités de production, de transformation, d'exportation, de circulation ou de fabrication des produits. Le terme affaire est aussi, Monsieur Mkhlouf, s'il vous plaît, veuillez désactiver le son. Si vous voulez intervenir, à moins que vous voulez intervenir. Donc, le son n'est pas clair. Vous arrivez à m'entendre? Monsieur Zaki, le son est bon? Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Je vois des messages. Ce qui est non. Monsieur, on vous entend pas. Le son n'est pas clair. Le son n'est pas clair. Je crois que pour Monsieur Belkacem Zaki, Iman, est-ce que le son est clair? Monsieur, il y a des coupures, bonjour monsieur. Il y a des coupures, Il y a des coupures. Oui, il y a des coupures. Ça doit être un problème de connexion, je sais pas. Je ne sais pas est-ce que c'est vous ou c'est vous. Donc, ça peut être l'un des deux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous, de temps en temps, il y a des coupures et ça, on ne trouve pas le sens de toute la phrase. Exactement, Monsieur Belkacem, oui. Je vous entends mal. Donc, vous avez si vous voulez. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Ok, monsieur. D'accord? Ok, monsieur. سي المهدي راك تسمعني مزيان؟ سي مهدي ولا مدموزيل ايمان؟ ما عندكش الميكرو. سي زكي. سي فيصل. وي كنسمعك مزيان. وي كنسمعك معني مزيان ياك. البروف اللي كيكون عنده الهضره مقطعه. هاد التيست هذا باش يبان واش ما عندنا. دونك ابارامون ميرسي. Ah, je vous entends très bien maintenant. Et vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Donc, ça doit être un problème relatif aux caméras. Lorsque j'active ma cam, le son est perturbé. Là, c'est bon? D'accord, parfait. Je continue, si vous me permettez. Donc, on va continuer comme ça. Je vais désactiver la caméra et je vais continuer. Donc, je vous ai dit que le terme affaire est un terme polysémique. Lorsque je dis c'est un terme polysémique, ça veut dire un terme qui peut avoir plusieurs sens, dont la définition n'est pas unique. On ne peut jamais donner une seule définition au mot affaire. Il désigne plusieurs choses. D'abord, le sens le plus courant, c'est le mot affaire désigne une activité économique. Que cette activité soit industrielle ou bien commerciale.
on a tendance à utiliser dans le langage commercial l'expression « j'ai créé une affaire ». Je vais faire une affaire pour désigner tout simplement la création d'une unité industrielle ou bien commerciale qui va me permettre de faire de la production ou bien de l'industrie ou bien de la commercialisation d'un certain nombre de produits déterminés. Mais le mot affaire peut aussi désigner une opportunité, ça veut dire une occasion à ne pas rater. Notamment, on a une occasion à saisir pour acheter tel ou tel bien ou tel produit parce que nous sommes intéressés par le prix proposé pour ce produit, pour ce bien. Donc, il s'agit bien évidemment ici d'une opportunité à saisir. L'exemple le plus court, c'est le fait d'avoir, par exemple, un fonds de commerce qui est vendu avec un prix dérisoire, un prix très récent, et moi, je serai le premier à saisir cette affaire. Donc, lorsque je dis j'ai saisi cette affaire, ça veut dire j'ai le premier à proposer d'un tel fonds de commerce parce que je suis très intéressé par le prix proposé. Il s'agit dans ce cas d'une affaire intéressante. Mais on peut l'employer aussi dans le sens de quelqu'un qui a l'habitude de conclure des contrats commerciaux, qui a l'habitude de chercher des opportunités pour acheter tel ou tel bien. C'est son travail. Voilà pourquoi on dit être dans les arts, ça veut dire exercer la profession d'agent d'affaires. Exercer la profession d'agent d'affaires. Quelle est la profession d'un agent d'affaires? C'est de chercher des clients potentiels pour des vendeurs bien pour des acheteurs afin de conclure des contrats et lui, il va créer une commission à travers la réunion de ces deux personnes qui vont contracter entre eux. Le mot affaire désigne aussi négociation. Lorsque je négocie un contrat, ça veut dire que je suis en train de faire des affaires. Négocier pour arriver à un accord mutuel entre deux personnes afin de conclure le contrat, afin d'aboutir à ce fait déterminé. Désigner aussi une unité de production une entreprise, des sociétés, c'est une usine, ainsi de suite. Le mot donc je viens de dire, le mot économique. Parfois, le mot peut désigner ou bien peut désigner des choses qui n'ont aucun rapport avec le mot affaire. Pardon, avec le mot économie. Il y a des choses qui concernent la fortune ou bien les intérêts du public et du particulier. Parfois, le mot affaire est utilisé associé au mot public. Les affaires de l'État. Voilà pourquoi on utilise avec toutes les choses lorsqu'ils représentent le royaume au pays étranger. Et on dit ministre des Affaires étrangères.
désigner aussi, peut être utilisé avec temporaire, affaires étudiées, courant des affaires, les affaires urgentes, les affaires publiques, les affaires particulières et privées, les affaires aussi pour désigner toutes les activités qui sont accomplies à la maison, ainsi de suite. Et affaires peut aussi avoir un sens purement juridique. Ne sont pas clairs? Et maintenant? مسيو الصوت راه كيتقطع، ما كنا كنسمعوا والو، كنقطع الصوت. Nous avons beaucoup misé sur cette plateforme. Apparemment, lorsque le nombre des utilisateurs dépasse مسيو ما انا كنسمع والو. le son. Non? Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que c'est bon? On peut. Toujours le même problème. Toujours le même problème. Super. Tout le monde. Oui, désactivez s'il vous plaît votre micro. Mehdi Amraoui. Merci. تبقى Bonsoir. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez faire un essai, monsieur, et on va voir. Apparemment, c'est toujours la même chose. Vous pouvez parler un petit peu pour qu'on voit ce que c'est. OK. Merci. Donc j'ai dit que le mot affaire n'est pas toujours utilisé dans le domaine
C'est notamment le cas lorsqu'on parle d'affaires de procédure de divorce, d'affaires de liquidation de succession, d'affaires de résolution d'une vente immobilière. Donc, dans ce sens, le mot affaire désigne procédure, toutes les procédures et les démarches à entreprendre en matière juridique pour faire aboutir parfois le divorce, parfois la succession, la liquidation de la succession, parfois la vente d'un immeuble déterminé. Donc, dans ce cas, le mot affaire peut être défini ou bien un sens purement juridique. Les juristes ont tendance d'utiliser le mot affaire pour désigner les procédures en général, poursuivies pour aboutir à telle ou à telle chose. Donc, maintenant, une fois le mot affaire est défini, qu'est-ce qu'on entend par le mot droit des affaires? Comment peut-on définir le droit qui va régir ces affaires? Quand on ajoute le mot droit des affaires, droit au mot affaire, ça ne doit pas désigner des procédures. Ça désigne directement l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les affaires économiques telles qu'ils étaient définis au début de cette séance. Ça veut dire toutes les activités économiques relatives à l'exercice du commerce proprement dit. Donc, il s'agit d'une expression nouvelle qui est venue pour remplacer l'expression droit commercial qui est devenue obsolète. Ça veut dire qui est devenu ancien. Tout simplement parce que la vie des affaires permet de regrouper un certain nombre de champs qu'on ne peut pas réduire au droit commercial. Le droit commercial à lui seul ne peut régir l'ensemble des activités économiques. Les activités économiques ont tendance à se multiplier, ont tendance à avoir des relations avec tous les champs du droit, pratiquement tous les champs de droit, comme vous allez découvrir avec moi. Donc, la notion de droit des affaires est qualifiée de notion attractive. Pourquoi? Parce qu'il regroupe l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent aux acteurs économiques. Il recouvre, comme je dis là, la question de leur organisation, l'organisation de ces activités économiques, l'organisation des sociétés qui accomplissent ces activités économiques, mais également celle de leur échange. Les contrats de vente, d'achat, de paiement, de comptabilisation des opérations, ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit que le droit des affaires est beaucoup plus vaste que le droit commercial, parce qu'il permet de régir toutes les activités économiques relatives à l'exercice des affaires économiques. Vous, en tant que gestionnaire, vous n'êtes pas appelé seulement à maîtriser le droit commercial, mais vous êtes appelé à connaître, voire même maîtriser toute la législation qui concerne l'exercice des activités commerciales. Donc, le droit des affaires est une notion au contour relativement flou. Pourquoi on dit qu'elle est au contour relativement flou? Parce qu'on ne peut pas délimiter
ces champs. On ne peut pas avoir des limites. Les limites sont floues. Il s'agit d'un ensemble de règles applicables aux entreprises, aux agents d'affaires, aux relations entre les professionnels qui font du commerce, à la vie des affaires en général. Il s'agit bien évidemment d'une branche de droit privé, même si vous pouvez me dire que parfois le commerce, comme nous l'avons vu l'année passée, lors du 4e semestre, peut parfois être exercé par des entreprises publiques, notamment par les établissements publics à caractère industriel et commercial. On a tendance à qualifier le droit des affaires comme un droit ou bien une branche de droit privé parce qu'il y a une dominance des règles du droit privé par rapport aux règles du droit public applicables en la matière. Donc, revenons maintenant à cette notion de droit des affaires et sa relation avec le droit commercial. Le droit des affaires entretient des liens étroits avec le droit commercial, qui peut être défini, comme nous l'avons vu l'année passée, comme l'ensemble des règles applicables aux commerçants dans l'exercice de leur activité professionnelle. Alors que le droit des affaires est l'ensemble des règles qui régissent la vie des affaires et en particulier la vie des entreprises. Vous l'avez sûrement constaté dans ces deux définitions. Pour définir le droit commercial, le mot d'ordre reste le commerçant. Le droit commercial est un droit qui est applicable aux commerçants, alors que le droit des affaires est beaucoup plus vaste parce qu'il est applicable aux entreprises. Le commerçant n'est qu'un élément qui exerce le commerce parmi d'autres au sein d'une entreprise. On comprend bien évidemment que cette notion d'entreprise est plus vaste que celle de la notion du commerçant. Si on prend l'exemple d'une exploitation d'une usine, donc on peut trouver un certain nombre de commerçants qui exercent leur activité commerciale, mais au sein d'une entreprise, au sein d'une unité déterminée. Donc, lorsque le commerçant exerce à lui seul, en l'absence d'une organisation déterminée, on ne peut lui appliquer la législation qui concerne le droit des affaires. Le droit des affaires est une expression utilisée pour désigner l'ensemble des règles juridiques applicables pour les entreprises. Donc, c'est l'institution qui l'emporte sur la personne. La personne n'est qu'un élément parmi d'autres qui contribue à la réalisation des affaires, des activités économiques au sein de cette entité appelée entreprise ou bien la société. Quel rapport maintenant entre le droit des affaires et le droit économique? Le droit économique, c'est un droit qui désigne l'ensemble des règles applicables à l'activité économique en général. À l'activité économique, je répète, en général. Il faut noter à cet égard que nous avons tendance à utiliser cette notion pour désigner les interventions de l'État
en tant que domaine public, dans le domaine privé qui est le domaine économique. Chaque fois qu'il y a une intervention des pouvoirs publics de l'État dans la sphère économique, le droit public économique a régulé l'économie, a édicté un certain nombre de lois pour pouvoir réguler la manière avec laquelle, ou bien pour pouvoir réguler le marché monétaire, le marché d'un certain nombre de produits qui doivent être à la portée de tout le monde, ainsi de suite. Droit de l'entreprise. Je crois que j'ai loupé une. Merci d'avoir avisé. Encore une fois, le son n'est pas clair. Hasna, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Donc, je viens d'expliquer la différence entre droit économique et droit des affaires. Mais le droit des affaires reste un droit qui englobe le droit économique. Étant donné que les entreprises, dans pas mal de il y a des problèmes qui se posent, mais bon, ça va, c'est mieux. Parfait. Donc, je continue si vous me permettez. Donc maintenant, quel rapport entre le droit des affaires et le droit de l'entreprise? Ce droit de l'entreprise est une notion assez présente en droit privé. À un moment donné, on a remplacé complètement le droit commercial par le droit de l'entreprise parce qu'on savait que les affaires et le commerce se fait au sein des entreprises. Il s'agit d'une norme qui est venue concurrencer cette notion utilisée qui est le droit des affaires. Les juristes et les économistes ont du mal à distinguer entre droit des affaires et droit de l'entreprise. Même les textes juridiques, notamment lorsqu'on prend l'exemple du Code de travail, arrivent mal à établir une frontière nette et claire entre le droit de l'entreprise et le droit des affaires. Donc, droit de l'entreprise ou bien droit des affaires, parfois désignent la même chose. Mais les auteurs ces derniers temps ont tendance beaucoup à utiliser beaucoup plus le mot droit des affaires à la place de droit de l'entreprise. Maintenant, le droit des affaires doit être distingué aussi de droit des entreprises en difficulté. Qu'est-ce que le droit des entreprises en difficulté? Donc, le droit des entreprises en difficulté, c'est un ensemble de dispositions juridiques qui permettent de réguler, qui permettent de corriger et qui permettent d'apporter des solutions pratiques, juridiques et financières chaque fois qu'une entreprise est en difficulté financière, chaque fois que son actif n'est pas en ordre et ne permet pas à l'entreprise de payer ses dettes. Là,
on se trouve devant une situation critique pour l'entreprise, pour laquelle le législateur intervient à travers un certain nombre de dispositions juridiques pour permettre au tribunal commercial de redresser la situation de l'entreprise en difficulté. Si on n'arrive pas à redresser cette situation financière, si cette situation est irrémédiablement compromise, ça veut dire on ne peut jamais corriger sa situation financière, là, on procède à la liquidation. Donc le droit des affaires ne peut être réduit au droit des entreprises en difficulté, mais il englobe le droit des entreprises en difficulté. Ce droit d'entreprise en difficulté, c'est l'ensemble des dispositions contenues du Code de commerce dans son 5e livre. Le 5e livre du Code de commerce, à savoir la loi 1595, présente un certain nombre de dispositions qui permettent de régler, corriger ou bien liquider une entreprise qui se trouve en difficulté financière. Donc, à travers toutes ces définitions, ces distinctions que nous avons présentées entre le droit des affaires et des droits humains, avec lesquelles, oui, on peut confondre la définition du droit des affaires. Donc, à travers ce passage, on peut retrouver la définition au fonctionnement et aux activités de production et de services réalisées par l'entreprise. Donc là, c'est une définition plus générale qui englobe tout ce que nous avons présenté à travers les définitions que nous avons empruntées des autres droits, des autres notions voisines. C'est une définition qui envisage des activités lucratives sous les angles des cas de leur structuration, des conditions et des modalités de leur déroulement, mais aussi de leur finalité, d'intérêt à la fois privé, public et social qui les sous-tendent. Nous avons dit que les affaires sont accomplies dans le cadre d'entreprises. La plupart des cas, ces entreprises cherchent à réaliser des profits, c'est-à-dire des intérêts privés. Mais parfois, ces entreprises sont aussi des entreprises publiques. Ils ne cherchent pas seulement à réaliser des bénéfices privés, mais aussi à remplir une mission d'intérêt général. Par exemple, si on prend l'exemple de l'ONCF, certes réalise des bénéfices, il remplit une mission générale qui est de permettre à l'ensemble des citoyens de se déplacer à travers ce moyen et le train. Le social peut être constaté à travers l'ensemble de la législation du travail, parce que très bien qu'au sein d'une société, un certain nombre de personnes travaillent. Donc ces travailleurs doivent être protégés. La législation du travail, à travers le code de travail, permet de réguler et d'équilibrer, soi-disant, d'équilibrer les pouvoirs et les obligations et les intérêts des deux parties. L'employeur d'une part et les travailleurs d'autre part. Donc, cela dit, le droit des affaires est un droit qui est en relation avec presque tous les droits qui sont
Je répète, le droit des affaires est un droit qui est en relation avec plusieurs disciplines, avec plusieurs autres matières juridiques, puisque l'activité économique est une activité pour laquelle on peut ou bien on fait appel à un certain nombre de matières de droit. Le droit commercial, le droit des sociétés, les droits sociaux, les droits de l'entreprise, le droit public, le droit pénal des affaires, notamment lorsqu'il s'agit de sanctionner des commerces qui n'ont pas respecté la loi. Et là, c'est une législation spéciale. Le droit pénal des affaires n'est pas celui applicable pour les citoyens qui accomplissent des infractions de droit commun. Notamment, si on prend l'exemple de l'abus de biens sociaux, ça veut dire lorsqu'un gérant, lorsqu'un chef d'entreprise abuse dans l'utilisation des biens de l'entreprise. Une entreprise a une indépendance financière. On ne doit pas mélanger entre les actifs de l'entreprise et le patrimoine personnel. Donc, lorsqu'il y a une utilisation du patrimoine de l'entreprise pour les propres intérêts de l'employeur, là, on parle d'abus de biens sociaux qui est une infraction de droit pénal des affaires. Le droit maritime, parce qu'on sait très bien que la plupart des transactions commerciales, les envois, les transports des marchandises, des voyageurs transitent la plupart du temps par voie maritime. Voilà pourquoi on a tendance à utiliser ou bien à faire appel aux dispositions de droit maritime. Donc, cela dit, on va passer maintenant au particularisme et aux sources du droit des affaires. Ce droit des affaires, nous avons dit que c'est un droit unique. Monsieur, question, s'il vous plaît. Sur une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Belkacem, je vous écoute. Monsieur, quand on dit le droit des affaires, il est dans la dernière diapo, dans laquelle vous montrez la relation avec les autres droits. Vous avez utilisé le mot carrefour ou bien vous avez utilisé le mot mais avant, de temps en temps, quand vous avez parlé du droit de l'entreprise ou bien du droit de l'entreprise en difficulté, vous avez utilisé le mot il englobe ou bien ils font, c'est une partie du droit des affaires. Alors, j'ai une petite confusion entre relation et quand vous dites c'est une partie du droit des affaires. D'accord, monsieur Belkacem. Donc, il n'y a pas de confusion entre le fait de dire que le droit des affaires se trouve au carrefour des autres droits et le fait de dire que le droit des affaires entreprend ou bien maintient des relations étroites avec les autres droits. Lorsque j'ai présenté ces distinctions, c'est pour dire tout simplement qu'on ne peut pas réduire le droit des affaires au droit de l'entreprise, tout court. On ne peut pas dire le droit des affaires, c'est le droit des difficultés des entreprises, tout court. On ne peut pas réduire la définition du droit des affaires au droit commercial. Le droit des affaires emprunte des dispositions de l'ensemble de ces droits. Lorsqu'on fait des affaires, on les fait dans le cadre d'une entreprise. Donc là, on va appliquer l'ensemble des dispositions juridiques applicables aux entreprises. Lorsqu'on fait des affaires, on peut avoir des difficultés financières. Et dans ce cas, le droit des difficultés des entreprises sera applicable. Lorsqu'on fait des affaires, on est censé être ou bien avoir la qualité de commerçant. Et là, on va être amené à appliquer l'ensemble des dispositions juridiques applicables aux commerçants, notamment ce que nous avons vu en étudiant le droit commercial. Et ainsi de suite. Donc, le droit des affaires, c'est un droit qui se trouve au carrefour de tous ces droits.
même si on a tendance de dire que le droit des affaires discipline le droit privé, parfois, on trouve que le droit des affaires est un droit qui est applicable pour des entreprises étatiques. Donc voilà pourquoi j'ai commencé ce cours en disant que il n'est pas facile de définir les affaires. Il n'est pas facile de donner une définition unitaire et homogène pour le droit des arts. C'est une notion polysémique. C'est une notion qui peut désigner plusieurs choses. Donc je reviens au particularisme du droit des affaires. Donc puisque c'est un droit qui maintient des relations avec plusieurs autres droits, ça doit être un droit qui est particulier, un droit qui est spécifique. Mais aussi c'est un droit qui est autonome et indépendant par rapport aux autres droits. Et pour ajouter quelque chose, Monsieur Belkacem, lorsque j'ai dit le droit des affaires se trouve au carrefour, ça veut dire on n'a pas un code du droit des affaires. Il n'y a pas un code tel que le code de commerce, la loi 15. Il n'y a pas une loi qui est appelée loi des affaires. Non. Le droit des affaires, c'est un droit qui emprunte ses règles de toutes les lois qui gouvernent l'activité des commerçants et l'activité économique en général. Vous m'avez compris, M. Belkacem? Parfait. Donc, ce droit, oui, monsieur, donc ce droit est autonome, il est indépendant et se distingue par plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est la rapidité. Deuxième caractéristique, c'est la simplicité. Troisième caractéristique, la transparence. Et enfin, la sécurité et la confiance mutuelle. Commençons par la rapidité. Et là, je vais faire vite parce que, non, on a encore le temps. Donc, la rapidité. Le droit des affaires, c'est un droit qui mise beaucoup sur le temps. Cette expression dont on a généralement tendance à utiliser, qui est le temps, c'est l'argent. Pour l'ensemble des économistes, des hommes d'affaires, le temps, c'est l'argent. Tout à l'heure, nous avons défini affaire comme une opportunité. Une opportunité ne peut attendre. Si une personne propose la vente d'un bien déterminé, qu'il soit meuble ou bien immeuble, avec un prix très abordable, il faut saisir cette occasion le plus vite possible. Sinon, vous allez rater une occasion à travers laquelle vous pouvez réaliser des bénéfices importants. Voilà pourquoi on dit que le droit des affaires, c'est le droit qui régit les activités économiques qui demandent d'être ou bien d'avoir et de prendre des décisions rapides. Et pour prendre des décisions rapides, le législateur doit donner aux utilisateurs, aux commerçants, aux entreprises, les outils qui permettent de prendre des décisions rapides. Lorsque le droit des affaires, par exemple, permet aux commerçants de conclure les affaires par simple poignée de main. Lorsque je te tiens la main, ça veut dire nous avons conclu un contrat. Le formalisme n'est pas important. Il n'est pas nécessaire d'écrire un acte. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans le cas du droit commercial. La preuve en commerce est libre. Vous pouvez prouver la conclusion d'un contrat par tous les moyens, si bien sûr il n'y a pas de limites, si la loi n'a pas prévu une forme particulière. Parfois, même si vous n'avez pas l'argent, pour acquérir un bien déterminé, vous pouvez tout simplement
produire une lettre de change et la donner à votre vendeur. Donc lui, il a la possibilité soit d'escompter, soit d'attendre l'arrivée du terme pour se faire payer. L'autre manifestation de cette rapidité des opérations des affaires, parfois on peut conclure un marché à travers un appel téléphonique, à travers un fax tout simplement. L'envoi d'un fax vous permet de décrocher un marché déterminé. Donc il y a une offre de la part d'un commerçant, vous acceptez cette offre et vous envoyez un fax comme quoi vous acceptez d'acheter avec le prix proposé. Donc si vous êtes le premier, donc il n'a pas la possibilité de vendre à une autre personne. Vous avez saisi l'occasion rapide en envoyant le fax, donc l'aboutissement va venir par la suite. L'autre manifestation de cette rapidité dans les affaires, c'est la création des tribunaux de commerce. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que législateur a créé des outils pour permettre à ces commerçants d'agir rapidement. Les tribunaux de commerce ont cette faculté de trancher les litiges entre les commerçants avec une rapidité en comparaison avec les tribunaux de droit commun. Si législateur a créé les tribunaux de commerce, c'est pour répondre à ce besoin des commerçants qui, pour eux, chaque moment, chaque instant, chaque minute, chaque heure, chaque jour compte. Donc, si on arrive à résoudre le problème rapidement, à travers des tribunaux spécialisés dans le commerce, on va gagner beaucoup d'argent. Si les affaires traînent dans les tribunaux, bien sûr qu'on va perdre beaucoup de temps. Donc là, c'est la première particularité du droit des affaires, c'est la rapidité. Deuxième particularité, c'est la simplicité. Donc, le droit des affaires est un droit qui cherche tout ce qui est simple. Elle est généralement souple. Il ne s'applique pas avec rigueur aux professionnels, aux commerçants. La manifestation de cette simplicité se trouve dans l'absence de formalisme. Il n'y a pas toujours une exigence des signatures, des écrits en droit des affaires, en comparaison avec le droit civil. Donc si vous consultez les dispositions du droit civil, vous allez constater que, à plusieurs reprises, le législateur impose l'écrit comme moyen de preuve, notamment lorsque le montant de la transaction dépasse un montant déterminé. En des affaires, ce n'est pas le cas. L'écrit n'est pas exigé. La signature même n'est pas exigée. Combien de fois on vous donne un ticket de caisse sur lequel il n'y a aucune signature et il vaut preuve comme quoi vous avez acheté tel ou tel produit. Donc, le législateur permet d'utiliser les effets de commerce comme un argent qui remplace l'argent réel. Le législateur permet de faire un nantissement sur le fonds de commerce pour se procurer l'argent qui va vous permettre de faire ou bien de conclure d'autres contrats. La constitution des sociétés commerciales peut être faite avec une grande souplesse par rapport aux ventes de droits civils, et ainsi de suite. Donc, on constate que le législateur essaie de faciliter la tâche pour les commerçants pour que le commerce se fait rapidement et avec une grande souplesse. Le droit des affaires aussi se caractérise par la transparence.
Il s'agit là d'une obligation légale pour le commerçant pour tenir, qui lui oblige de tenir une comptabilité qui doit reposer sur la transparence. Donc, le législateur a donné cette chance aux commerçants, aux hommes d'affaires, de tenir eux-mêmes leur comptabilité. Autrement dit, il a confiance dans les commerçants. Il leur a octroyé la possibilité de tenir eux-mêmes leur comptabilité. Moi, je crois en vous en tant que commerçant. Moi, en tant qu'État, je vais me baser sur l'ensemble des informations que vous allez me donner, afin que je puisse juger et déterminer l'assiette et par la suite déterminer l'impôt que vous allez me produire. Il permet même, le législateur permet même d'utiliser cette comptabilité comme moyen de preuve, soit pour le commerçant ou bien contre le commerçant. Le législateur vous a donné la possibilité en tant que commerçant de s'inscrire sur le registre de commerce en présentant les informations qui vous concernent et la confiance en vous en tant que commerçant. Et la confiance en vous en tant que commerçant lorsqu'il vous permet de rédiger vous-même les procès-verbaux relatifs à des transferts des droits, relatifs à la Constitution, relatifs à une réunion exceptionnelle du Conseil de la société, et ainsi de suite. Donc, quatrième particularité du droit des affaires, la sécurité et la confiance mutuelle. Donc, cette confiance mutuelle, parmi ses manifestations, c'est cette solidarité qui existe entre les professionnels qui exercent le commerce. Au lieu d'être des rivaux, au lieu d'avoir ce sentiment d'égoïsme, le législateur pousse les professionnels du commerce à être solidaires. Cette solidarité, vous allez la constater à travers l'étude des effets de commerce. Par exemple, lorsqu'une lettre de change circule entre plusieurs personnes, à un moment donné, parmi ces personnes qui a signé la lettre de change se trouve insolvable. Donc, le titulaire de la lettre de change, ou bien le bénéficiaire, le dernier bénéficiaire de la lettre de change, a la possibilité, dans ce cas, de poursuivre en justice ou bien de demander soit à l'avant-dernier signataire, soit à une autre personne. Il a le choix de choisir parmi l'ensemble des signataires de la lettre de change le paiement de cette lettre. Il peut demander à n'importe qui. Il y a une solidarité entre tous les membres qui ont signé la lettre de change pour le paiement du dernier bénéficiaire de la lettre de change. Cette sécurité et confiance mutuelle, parmi ces manifestations aussi, on trouve les techniques d'octroi du crédit. Ils sont plus simples et plus rapides en comparaison avec les techniques utilisées en matière de droit commun. Autrement dit, il est plus facile pour un commerçant d'obtenir un crédit qu'une personne non commerçante. D'ailleurs, vous savez que les banques exigent des garanties. Ces garanties ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. Mais lorsque vous avez une société, vous pouvez
par exemple, escompter une lettre de change. La banque a confiance dans les sociétés plus que les gens non commerçants. Il y a aussi parmi les manifestations de cette quatrième particularité, la confiance existante entre les professionnels. Parce que tous les commerçants, tous les gens d'affaires ont ce sentiment d'appartenir à un milieu d'affaires. Ils ont ce sentiment que si moi je suis touché en tant que commerçant, cela va impacter aussi l'autre. L'activité économique est une chaîne. Chaque commerçant dépend de l'autre. Lorsque moi je produis, l'autre commerçant distribue, l'autre commerçant vend, l'autre commerçant vend en détail, ainsi de suite. Si une personne est impactée, c'est toute la chaîne qui sera impactée. Voilà pourquoi on doit rester solidaire entre nous, on doit avoir confiance entre nous, on doit se mutualiser, l'un doit aider l'autre pour maintenir cette chaîne de production et de commercialisation des produits. Reste maintenant à présenter les sources du droit des affaires. Donc, les sources du droit des affaires sont énormes. On distingue généralement entre les sources textuelles, les sources spontanées et la doctrine. Lorsqu'on parle des sources textuelles, ça veut dire l'ensemble des sources issues de textes. Textuels, ça veut dire ils ont comme origine un texte. Que ce texte soit un texte international ou bien un texte national. Lorsque je dis texte, ça veut dire texte juridique. Donc, le droit des affaires tire ses sources principalement des textes internationaux. Il existe plusieurs traités et conventions à l'échelle internationale que le Maroc a signés, auxquels le Maroc a adhéré et qui constituent des sources pour le droit national. C'est très bien que le commerce se fait à grande échelle, se fait avec des pays étrangers. On ne peut rester cloisonné sur nous-mêmes et produire seulement pour notre pays. Chaque pays produit non pas pour vendre seulement sur son territoire, mais pour vendre ailleurs. Donc, puisqu'on a tendance à vendre à l'étranger, on doit avoir un régime juridique qui va régler tous les problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on va être amené à faire ou bien à conclure des contrats à l'échelle internationale, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle les conflits de loi. Parce que si le Maroc adoptait une législation déterminée, cette législation n'est pas tout le temps identique à ce qui est applicable dans un pays étranger. Voilà pourquoi on doit trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente qui va nous regrouper, ce sont les traités et les conventions à l'échelle internationale. Parfois, ces conventions sont bilatérales, ça veut dire entre deux pays. Parfois, il s'agit de traités à l'échelle internationale qui gouvernent l'ensemble des transactions qui s'accomplissent sur tous les pays du globe. À côté de ces textes internationaux, on trouve, bien sûr, ces textes internationaux, on en a plusieurs. On ne va pas s'attarder sur ces textes,
il y a les accords de Bretton Woods, il y a des accords que le Maroc a conclus avec d'autres pays, il y a des accords sur le transport maritime, sur le transport terrestre, l'accord du GATT, et ainsi de suite. Donc vous pouvez, vous trouverez sur les diapos que je mets à votre disposition plusieurs exemples des traités et de conventions auxquelles le Maroc a adhéré. À côté de ces textes internationaux, il existe des textes nationaux. À l'échelle nationale, à la tête des textes juridiques, on trouve la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême du royaume. Puisque c'est la loi suprême, donc c'est une loi qui va dicter des principes à suivre. La Constitution marocaine de 2011 précise que le droit de propriété est garanti. L'État garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Donc, le droit de faire du commerce, le droit de conclure des affaires est un droit qui est garanti pour tous les citoyens vivant au Maroc. C'est la Constitution marocaine qui le dit. Donc, les manifestations de ce principe, qui est la liberté du faire du commerce et de l'industrie, qui est la liberté d'entreprendre, qui est la liberté de faire des affaires, manifester à travers des lois qui viennent au-dessous de la Constitution marocaine. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi. Donc, dans la loi, on trouve plusieurs codes et lois qui réglementent le métier et les activités d'hommes d'affaires. On en trouve le code des obligations et des contrats à leur tête, le code de commerce, le code de commerce maritime, la loi 53/95 relative aux juridictions de commerce, la loi 18/95 formant code de charte de l'investissement, la loi 06/99 sur la liberté des prix de la concurrence, et ainsi de suite. Donc, cette loi, à elle seule, n'est pas toujours suffisante. À côté de la loi, on trouve le règlement. Si la loi est rédigée, est promulguée, est construite par le Parlement, le gouvernement a un autre rôle. Il a le rôle d'appliquer ces lois. Voilà pourquoi il a tendance à faire sortir ce qu'on appelle le règlement. Les règlements, c'est l'ensemble des décrets, des arrêtés des ministres et des circulaires, et exceptionnellement des daïrs royaux, que le gouvernement utilise pour faire appliquer une loi ou bien un code déterminé. Donc, les décrets, c'est l'ensemble des décisions prises par le chef du gouvernement. Les arrêtés, ce sont les décisions prises par l'autorité gouvernementale compétente, à savoir les ministres. Et les circulaires, ce sont généralement des instructions de service qui permettent d'aider les agents et les fonctionnaires à mieux appliquer une loi. Il apporte des éclaircissements sur la façon avec laquelle on doit appliquer des dispositions juridiques. Bien sûr, il y a une hiérarchie entre ces différents règlements. Le daïr vient en tête, par la suite les décrets, par la suite les arrêtés et enfin les circulaires. Donc je répète, la Constitution se trouve au sommet. La Constitution édicte des principes, notamment lorsqu'il précise que la liberté
d'entreprendre et la liberté de concurrence est un principe garanti par la Constitution marocaine. Tout citoyen a la possibilité de faire du commerce. Mais ça reste un principe. Comment? Comment on le trouve dans les lois? Comment ces lois sont appliquées? C'est à travers le règlement. Maintenant, si des problèmes surgissent lors de l'application de ces lois, lorsqu'il y a des litiges qui vont naître à travers l'application de la loi, dans ce cas, qui va trancher? C'est la juridiction, ce sont les juges. Nous avons dit que le législateur a prévu des tribunaux spéciaux pour trancher les litiges entre les commerçants. Ce sont les juridictions de commerce. Donc, ces juridictions, lorsqu'ils émettent un certain nombre de solutions, notamment lorsque la solution n'existe pas dans la loi, on va considérer que cette jurisprudence, que cette décision qui a été rendue par un juge déterminé, constitue une source pour le droit des affaires. Parce que le législateur ne peut jamais prévoir dans la loi toutes les solutions relatives à des litiges qui peuvent se poser entre commerçants. Il ne peut jamais tout prévoir. On essaie d'apporter le maximum de solutions, mais on ne peut jamais tout prévoir. Voilà pourquoi le rôle de la jurisprudence est capital pour compléter la loi, pour compléter le règlement. D'où l'importance du travail des magistrats dans les tribunaux et cours de commerce. Deuxième catégorie de sources, les sources spontanées. Qu'est-ce qu'on entend par les sources spontanées? Ça veut dire qu'il y a des sources qui se sont développées spontanément, sans que l'homme intervienne en légiférant. Il n'y a pas une réunion de l'ensemble des parlementaires au sein de la Chambre des représentants pour pouvoir édicter des lois relatives à des situations déterminées. Mais ce sont des usages et des coutumes qui se sont développés à travers le temps. On peut les définir comme, donc ces usages et coutumes, comme des règles qui ne sont pas écrites. On ne les a pas écrits parce qu'ils ne sont pas promulgués par un législateur. Ils ont été adoptés collectivement par la force de l'habitude, de la pratique. À force de répétition, ils sont devenus des usages et des coutumes que les professionnels respectent, non pas parce qu'il s'agit d'une loi, mais tout simplement parce qu'il s'agit d'une action qui s'est répétée constamment et qui nous a permis de faciliter la conclusion des affaires. Donc, l'usage est comme la coutume. Il illustre une pratique qui finit par devenir habituelle dans les relations commerciales. Mais l'usage se distingue de la coutume du fait qu'il peut connaître un temps d'application assez court en comparaison avec la coutume. La coutume, elle, c'est une pratique qui a été répétée pendant une longue période. Donc, au début, on peut avoir un usage. Si cet usage se répète pendant une longue période, il devient coutume. Voilà pourquoi on dit que la coutume a une existence beaucoup plus forte que l'usage. Donc,
Et là, la coutume est plus forte que l'usage parce que l'usage est une pratique qui n'a pas été entérinée dans le temps. Donc, dans quel cas maintenant doit-on utiliser l'usage? Donc, comme je viens de dire, les usages, ce sont des pratiques courantes entre les gens d'affaires qui exercent la même profession et dans une localité déterminée. Ça veut dire dans un lieu déterminé. Ça veut dire par rapport à une place commerciale déterminée. Exemple, un port. Dans un port déterminé, il existe un certain nombre d'usages qui sont considérés comme des lois. En l'absence d'une loi, ce sont les usages qui sont applicables. En l'absence d'une loi, c'est la coutume qui est applicable. En l'absence d'une coutume, c'est l'usage. Voilà pourquoi on trouve qu'un certain nombre d'usages sont appliqués au port de Safi. Et dans un autre port, le port de Dakhla, on trouve d'autres usages. Donc, l'usage, c'est une pratique courante qui a été acceptée par l'ensemble des professionnels exerçant le même métier, la même profession au sein d'une localité déterminée. L'usage reste conventionnel, puisque ce n'est pas une loi. La loi s'impose aux parties. Il ne devient une loi que lorsque la loi le consacre comme tel, en le validant en règle de droit jurisprudentiel. Ça veut dire que les juges parfois se basent sur un usage déterminé pour produire un jugement. Donc si jamais il y a un conflit entre deux professionnels, en l'absence d'une loi qui sera appliquée par le juge va se référer à l'usage. Il va demander quelle est la pratique courante dans ce genre d'affaires. Donc les professionnels vont dire, dans ce genre d'affaires, on fait comme ça et comme ça et comme ça. Donc puisque c'est une pratique courante, le juge va l'adopter et il va rendre sa décision en se basant sur ce qui est généralement utilisé. Donc, parfois, ces usages sont des usages qui se pratiquent à l'échelle internationale. Nous avons dit tout à l'heure que la loi n'est pas applicable de la même façon dans tous les pays du globe. Ce qui est applicable en Angleterre n'est pas ce qui est applicable au Maroc, ce qui n'est pas ce qui est applicable au Niger. Donc, pour ne pas tomber dans ce problème de conflit de loi, les professionnels utilisent généralement des usages qui sont utilisés dans les opérations de commerce international, tels que les incoterms. Donc, les incoterms, ce sont des usages adoptés par la Chambre de commerce international qui permettent l'utilisation d'un certain nombre de termes qui sont des abréviations qui désignent toutes les obligations réciproques des deux parties à un contrat et que les professionnels, le vendeur et l'acheteur et le transporteur doivent respecter. À côté des incoterms, on trouve les principes unidroits, qui sont des clauses compromissoires, lorsque je dis clauses compromissoires, ça veut dire des clauses insérées dans les contrats de commerce international et qui permettent de se référer un droit à des principes de droit qui ne relèvent ni du pays du vendeur, ni du pays de l'acheteur, mais ce sont des principes universels. Donc, à côté de ces usages,
parfois, ce sont des chambres, des associations, des syndicats, des organisations qui édictent un certain nombre de règles juridiques pour gouverner, pour réglementer, pour organiser une profession déterminée. Donc, c'est ce qu'on désigne par le terme réglementation professionnelle. Il s'agit d'un ensemble d'actes issus d'organismes professionnels qui regroupent des chefs d'entreprise et des commerçants élus. Prenons l'exemple de la CGEM. La CGEM qui est une organisation qui représente les chefs des entreprises au Maroc et qui défend les intérêts de ces professionnels. Cette chambre, dont le chef est élu au suffrage, donc cette élection lui permet d'édicter un certain nombre de règles à respecter par l'ensemble des professionnels qui appartiennent à cette organisation. Les syndicats des professionnels, les syndicats des travailleurs aussi, adoptent un certain nombre de règles que toute personne appartenant à ce syndicat doit respecter. Les associations des professionnels aussi. Lorsque j'adhère à une association, cette association me pousse à respecter toute la réglementation qu'il va adopter. Donc, seulement, il ne faut jamais oublier que on doit toujours respecter cette hiérarchie que nous avons adoptée. Donc, ce qu'on doit respecter en premier lieu, c'est la Constitution. Ensuite, la loi. Ensuite, le règlement. Ensuite, les usages. Ensuite, les réglementations. Ensuite, la jurisprudence. Ensuite, les réglementations professionnelles. Donc, à côté de ces réglementations professionnelles, parmi les sources du droit des affaires, on trouve enfin la doctrine. Qu'est-ce que la doctrine? La doctrine représente l'ensemble des travaux des juristes de renom, des grands professeurs de droit, des magistrats, des avocats qui ont l'habitude de faire des recherches dans un domaine déterminé. Ce sont des docteurs qui apportent leurs réflexions, mais aussi des synthèses par rapport à des problèmes déterminés relatifs à l'application de la loi, à l'application de la règle de droit. Il apporte des critiques, il étudie la règle de droit, il propose parfois des réformes, ça veut dire des modifications à ces règles de droit. La manifestation de cette doctrine, on la trouve dans des ouvrages écrits par des professeurs universitaires, mais aussi à travers des articles publiés dans des revues, mais aussi à travers des communications orales qui sont présentées lors des colloques et des journées d'études. Combien de fois les praticiens, les avocats, les magistrats, les universitaires, les professeurs, chercheurs ont poussé le législateur à modifier une règle juridique parce que ils ont éclairé le législateur sur les insuffisances de cette loi. Voilà pourquoi on a tendance à dire que la doctrine a sa place comme source de droit des affaires. Donc ainsi se termine mon intervention. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous donne la parole pour interagir avec moi si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, quelque chose à me dire à propos de cette première présentation.
Qassim, M. Zaki, Mehdi, Mohamed sont les personnes que je vois devant moi. Alors, c'est parfait. Pour moi, j'avais préparé quelques questions auxquelles vous avez répondu au cours de la conversation. Si vous voulez, dans le sens d'interagir, quand on parle de l'augmentation professionnelle, on remarque que c'est régi par des contrats ou quelque chose qui est signé. Mais dans un usage interne, comme vous avez donné l'exemple sur le port de sa fille, alors qui va superviser l'usage, qui va régir l'usage? Quelle est cette entité qui sera suprême dans un contexte professionnel ou local, qui va dire que vous respectez ou vous respectez pas quand on parle d'usage? Merci, monsieur. Merci, Monsieur Belkacem. Je vous ai mal entendu, mais je crois que vous m'avez demandé comment peut-on dire ou bien comment peut-on juger. Vous pouvez désactiver votre micro, Monsieur Belkacem? Donc, si j'ai bien compris votre question, vous demandez qui peut juger qu'un tel ou tel usage est applicable dans un tel ou tel lieu, port de Safi ou bien port de Al-Jadida. Donc lorsque je dis c'est un usage, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur cette pratique déterminée. Il s'agit d'une pratique. Donc ce sont les témoins. Le juge va appeler des témoins, des gens qui exercent la même profession, il va leur demander comment vous travaillez. Ils vont leur dire voilà comment on travaille. On a tendance, on a l'habitude de livrer la marchandise une demi-heure après l'avoir déchargé du bateau. Ne me dites pas qu'il faut livrer la marchandise dans 15 minutes. On a l'habitude, par exemple, de transporter la marchandise de cette façon. Il n'est pas à cette personne de me dicter comment on doit le faire. Donc c'est une pratique courante. Il va demander des témoins. Donc si ces témoins présentent leur témoignage, donc il va se fier à ces témoignages, il va dire voilà, c'est la pratique courante, donc c'est ce qu'on va appliquer à vous aussi en tant que de justiciable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Fezaki? Non, c'est qui? Monsieur Mohamed. Oui. Monsieur, tu as dit déjà que dans les particularismes, du droit des affaires, il y a la rapidité. Dans le cas des actes mixtes, qu'on a des agents commerciaux et non commerciaux, et Oui. on a un litige. Et le non commerçant, il allait vers le tribunal de droit commun. Oui. Donc, comment ce droit des affaires, il assure la rapidité de ces transactions? Comment ça? Donc, merci monsieur Mohamed. Donc, lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, le droit des affaires ne va pas trouver application. Je vous ai dit que lorsqu'on a une partie civile, une partie commerciale, la partie civile est considérée comme une partie faible au contrat. Voilà pourquoi le législateur lui accorde toujours une protection spéciale en lui rassurant de la possibilité de recourir aux tribunaux de droit commun et non pas aux tribunaux de droit commercial. Donc, le droit des affaires dans ce cas-là ne va pas s'appliquer. On va faire appel à l'ensemble des dispositions du droit civil et non pas aux dispositions du droit commercial. Donc, le droit des affaires, autrement dit, n'est applicable que lorsqu'on a
des professionnels qui contractent entre eux. Nous l'avons défini comme l'ensemble des actes accomplis par des professionnels. C'est un droit qui est applicable pour la vie économique et non pas la vie des citoyens, des civils. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Donc, si vous n'avez pas de questions, à mon tour, je vous remercie infiniment pour votre patience avec moi. J'espère que les conditions s'amélioreront encore plus. Je vais encore une fois voir avec les techniciens pour que je puisse améliorer encore une fois la qualité du son et d'image pour que vous puissiez me voir la prochaine fois. Donc, de toute façon, si la séance en direct va se clore dans quelques minutes, on peut toujours maintenir contact à travers la plateforme. Si vous, à travers la relecture des diapositives, il vous vient à l'esprit une question, un commentaire, n'hésitez pas à me contacter par message personnel ou bien à travers cette discussion publique, puisqu'on a la possibilité de toujours interagir à travers cette plateforme. Donc, la communication reste ouverte, c'est seulement cette séance vidéo qui va se terminer. Donc, je vous remercie infiniment pour votre patience. On se donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, peut-être même heure, même endroit. S'il y a possibilité, on peut avancer un petit peu cette séance et la faire peut-être donc mercredi ou bien jeudi. D'accord? Donc, à très bientôt, à la prochaine fois, Inch'Allah.